Voilà, Balázs Kagel est un chercheur CNRS rattaché au laboratoire de l'accélérateur linéaire d'Orsay, enfin, donc sur le plateau de Saclay. Et il a fait un parcours qui l'a amené depuis Montréal jusqu'à Orsay, en passant par différents endroits. Il en parlera peut-être un petit peu parce il a beaucoup de choses à nous raconter. Il a travaillé sur pas mal de domaines différents, même si aujourd'hui son laboratoire de rattachement l'amène naturellement vers des problématiques de machine learning pour la physique, et donc pour la physique des particules en particulier. Mais il est d'une curiosité sans limite, et il s'intéresse à beaucoup d'autres sujets. Je pense qu'il aura dans cet exposé l'occasion de nous en parler, de nous partager les différents challenges qu'il a pu organiser et les différentes méthodes de travail autour des données. Le machine learning en soi est un buzzword très partagé et très connu maintenant aujourd'hui. Balázs présente, je trouve, la spécificité d'expliquer comment aussi on travaille sur le workflow des données et le workflow finalement de tout le processus de machine learning, avec des propositions technologiques, mais aussi avec finalement quelque part une approche. Et c'est peut-être ça qui sera le plus intéressant à entendre. Il a aussi lui-même une activité de chercheur sur le sujet, qu'il va également sans doute en partie nous partager. Mais je vais lui laisser la parole parce que je pense que vous aurez des questions et beaucoup de propositions qui vous seront partagées. Merci. Merci. Merci pour cette introduction, présentation. Oui, donc je suis à CNRS depuis une dizaine d'années. J'étais en machine learning depuis les années 90. Et depuis 2014, on a ce beau projet Paris-Saclay Center for Data Science financé par Saclay, où la mission, c'est d'interfacer avec des sciences pour détecter les problèmes où AI peut être utilisé potentiellement et leur donner des outils pour résoudre leurs problèmes, interfacer avec les data scientists sur le plateau, leur donner des outils pour interfacer avec les scientifiques de domaine, etc. On a aussi travaillé parce que finalement, ce sort de processus qu'on a développé, ce n'est pas spécifique pour science. On a travaillé aussi avec des industriels sur les mêmes types de problématiques, donc interfacer avec le business unit et les data scientists. Donc, de quoi je vais parler? Je vais parler un peu spécifiquement des workflows scientifiques, parce que ça, c'est la mission du CDS, les challenges, spécifiquement la recherche publique, les différents use cases et des exemples. Donc, je vais vous donner des idées des types de projets qu'on résout avec nos outils. Après, on va monter un peu sur un niveau plus abstrait. Je vais parler de ce qu'on a appris sur la gestion de ce sort de projets avec l'outil qu'on a développé et le processus qu'on a développé. Donc, je vais tout de suite sauter sur ce slide qui parle de processus de data science dans les projets appliqués, comment ça marche. Et pourquoi la gestion de processus de data science est importante, même si on parle de la recherche pure. Donc, comment ça marche? On embauche un étudiant. L'étudiant, typiquement, vient du domaine ou peut-être avec un peu d'expertise de data science. Et il va prendre un problème à résoudre. Normalement, ce problème est donné à l'étudiant. Il regarde la littérature, il installe ou développe l'environnement expérimental. Pourquoi expérimental? Parce qu'aujourd'hui, le data science, c'est presque purement une science expérimentale. On a beaucoup de théories qui étaient développées dans les années 80, 90, 2000, 2010. Mais cette théorie, aujourd'hui, ne dirige pas trop, ne donne pas beaucoup d'informations sur quel modèle va marcher sur quel problème. Donc, c'est une science expérimentale, c'est-à-dire que l'outil plus important, c'est votre testbed expérimental. Après, comme c'est un projet appliqué, le benchmark data n'existe pas encore peut-être, donc il faut collecter du data. Après, comme c'est un projet appliqué, donc publication dans ML, peut-être c'est pas si important, on va juste prendre les méthodes qui existent, on va benchmarker ces méthodes sur nos data. Peut-être on va aller un peu plus loin que l'état d'art sur ce problème spécifique. Donc, on va optimiser, adapter
les modèles, on va essayer un petit nombre d'alternatives. Pourquoi petite? Parce que finalement, on a déjà passé 2 ans juste pour installer l'expérience et benchmarker les méthodes simples. Et après, on publie, on montre que notre méthode machine learning marche mieux que la méthode standard qui résolvait le problème avant. Donc typiquement, projet de 3 ans, on essaie plus une dizaine de modèles avec un peu d'optimisation de paramètres. Donc ça prend des années. Okay. Je dis tous les deux parce que j'avais un slide aussi sur la recherche pluriannuelle. Donc la question qu'on se posait, comment accélérer ces projets expérimentaux et comment essayer un grand nombre de solutions machine learning en peu de temps. Plus long terme, ça c'est un peu plus compliqué parce que ça, il s'agit un peu de changer le processus de recherche qu'on utilise pour ML. Comme j'ai dit, ML vient un peu d'une tradition un peu mathématique, peut-être même biologique. Et aujourd'hui, c'est devenu une science expérimentale. Et comment adapter nos méthodologies à ce paradigme? Donc, première chose, il faut qu'on mette plus de focus sur la formalisation des problèmes, parce que plus souvent, c'est ça qui est le plus lent et c'est là où il y a le plus de valeur. Détecter des problèmes appliqués qui sont importants. Nous, en CDS, il faut qu'on arbitre en astrophysique, écologie, économie, etc. Donc nous, on a un œil sur... on demande les chercheurs de nous vendre leurs projets finalement, parce qu'on a des ressources limitées, il faut qu'on choisisse entre les différentes sciences. Et finalement, nous, on est un peu grand public vis-à-vis d'eux, donc on leur demande de traduire un peu leurs problèmes à notre langage, et après on décide les priorités. Donc détecter les problèmes importants, c'est important parce qu'on a des ressources limitées. Mettre d'accord sur les métriques, les benchmarks, et organiser la collecte de data s'il n'y en a pas. Donc souvent, ça prend pas mal de temps et effort. Séparer les benchmarks, donc l'organiser des challenges, data challenge ou les expériences, et l'optimisation de la solution. Parce que data science, machine learning, on est surtout quand on n'a pas beaucoup de data, on overfit très facilement. Donc si on ne sépare pas ces deux, souvent même pas fait exprès, on va overfitter, on va suroptimiser sur les data qu'on a et qui va marcher mal dans le futur. Ça existe ce sort de fonctionnement. Dans certains sens, le breakthrough de deep learning en 2012, c'était grâce à une challenge sur ImageNet, un challenge annuel dans une conférence de computer vision, qui a accéléré ce sort de transformation parce que c'était un challenge qu'on pouvait objectivement vérifier les résultats. Donc tous les breakthroughs, on ne pouvait pas les questionner. Donc quand le deep learning a battu les méthodes traditionnelles par une large marge, il n'y avait pas de question que ça marchait. Malheureusement, ce sort de fonctionnement, ce n'est pas le fonctionnement classique dans machine learning. On a travaillé sur les papiers, il y a des conférences, des PowerPoint, qui est un peu plus difficile à vérifier qui marche pas. Donc, l'idée ici d'aller vers un paradigme, un fonctionnement où finalement le code et le data challenge devient le numéro 1, le résultat, la sortie de la recherche. Et finalement, marteler un peu le message que formuler les problèmes est une contribution importante, pas seulement la résolution des problèmes qui étaient donnés par quelqu'un d'autre. Okay? Donc ça, c'était l'introduction, le contexte. Le contexte organisationnel, donc institutionnel, c'est le CDS, qu'on a monté en 2014. Il a passé un deuxième tour aujourd'hui, c'est le CDS 2. On a à peu près 350 chercheurs affiliés dans 50 laboratoires. Après, le cœur de CDS est beaucoup plus petit, les gens qui sont vraiment sur ce projet. La mission, c'est de connecter ces deux mondes. Donc, data science, machine learning, traitement de signal, statistique, visualisation, même des bases de données, big data, avec les domaines. Donc, très tôt dans le projet, on essaie de cartographier, un peu structurer, au moins dans notre tête, ce paysage.
ce paysage dans lequel on trouve les domaines de data, donc scientifiques ou industriels. Donc, dans une boîte, typiquement, c'est le business unit qui gagne l'argent pour la boîte. Donc, c'est important avec les experts de business ou les experts scientifiques. Ce côté, il y a IT, donc c'est les ingénieurs. En France, on a pas mal d'ingénieurs en fait dans la recherche, surtout dans les domaines comme physique expérimentale. Donc, au LAL, il y a un tiers de l'effectif, c'est des ingénieurs, parce qu'ils construisent des choses. Et il y a aussi des ingénieurs logiciels. Donc il y a déjà une interface entre les deux. Typiquement, ces ingénieurs fournissent les outils aux domain scientists, aux physiciens. Maintenant, il y a ce troisième pôle, le data science, typiquement les informaticiens. Et maintenant, on a deux nouvelles interfaces. D'un côté, il y a une partie data engineering, par exemple pour mettre les modèles en production. Et l'autre côté, il y a une partie plus organisation de projets. Comment ces deux domaines, deux experts parlent entre eux quand ils n'ont pas la même langue et comment on accélère ces projets. Au lieu de monter une ANR qui dure 3-5 ans avec quelques postdocs qui arrivent, qui prennent 2 ans pour apprendre la langue de l'autre, comment on peut accélérer le projet et dans 6 mois sortir les prototypes pour un workflow scientifique. Donc ça, c'était notre mission. Les challenges, manque d'effectifs, surtout côté data science, on est très demandé dans l'industrie. Les incentives qui sont un peu décalés, donc le physicien il veut publier les résultats, ça ne l'intéresse pas trop si c'est régression logistique ou deep learning, si c'est état d'art ou au-delà d'état d'art. Il veut juste que son problème soit résolu. Le data scientist, de l'autre côté, il veut publier les méthodes, donc il faut que ça soit nouveau. Et qui s'occupe de la production des deux côtés, s'il n'y a pas d'ingénieur. L'autre côté, il y a aussi des problèmes sociologiques dans le sens qu'on n'a pas trop d'outils pour gérer les projets interdisciplinaires, surtout pour monter les projets interdisciplinaires. Dans les projets appliqués, en plus, il y a aussi ce problème de data. Parfois, le data n'est pas encore collecté, donc il faut l'organiser aussi. Alors, spécifiquement dans la science, surtout la science physique, ce qu'on a le plus, la génération de data, c'est aussi une question, mais aussi un problème de recherche intéressante. On apprend des modèles souvent sur les simulations. Donc, d'un côté, c'est bien parce qu'on peut simuler autant de data qu'on veut, étant donné assez de ressources computationnelles. Donc, on peut diminuer l'erreur d'estimation, la variance, les erreurs statistiques, autant qu'on veut. L'autre côté, les simulations ne sont jamais la réalité. Donc, il y a un décalage entre les vraies data et les simulations. Donc, les modèles qu'on apprend sur les vraies data peuvent marcher moins bien, sur les simulations, peuvent marcher moins bien dans la vraie vie. Donc, il y a ce sort d'erreurs systématiques que les physiciens connaissent très bien, qu'il faut traiter. Ça sort un peu de la théorie d'apprentissage qui traite seulement la partie statistique. Souvent, surtout en industrie, l'oracle IID, donc indépendant et identifiant distribué, les data qui viennent indépendamment d'un oracle qui ne change pas, donc la distribution stable. Tous les bouquins de machine learning commencent par ce modèle, et en réalité, c'est une fairy tale. Okay, ça arrive seulement dans les textbooks. Okay, donc c'est un peu le même problème, c'est qu'on apprend les modèles sur un dataset qui ne correspond pas au futur, parce que le monde change entre les deux. Et en même temps, ça nous donne aussi une opportunité pour diversifier les benchmarks. Donc, il y a beaucoup de problèmes scientifiques qui sortent des data qu'on peut utiliser pour après benchmarker les méthodes. On a identifié 4 use cases en science pour machine learning. Les premiers 2 sont assez courants. Là, ça commence. Donc, data collection, souvent, on a des projets où la collecte de data pour l'analyse demande une identification par un expert qui peut être long, qui est lourd, qui prend beaucoup de temps.
par exemple, trouver des cratères sur la surface de Mars, sur les photos, ou identifier les insectes dans les images. Les écologistes, les géologistes de planètes, ils travaillent avec la sortie de cette identification. Le machine learning, finalement, c'est un outil d'annotation pour eux. Le deuxième use case, c'est l'inférence. En physique de particules, c'est utilisé le plus souvent de cette façon, c'est-à-dire on simule des particules qu'on cherche, on a des modèles, donc on simule des bosons de Higgs, on simule les particules qu'on connaît, on simule le détecteur, donc on simule les signaux que ces particules produisent dans notre instrument. Et le problème maintenant, c'est d'identifier les particules, donc invertir le processus génératif. Donc à partir de l'observation maintenant, il faut dire est-ce que c'est un boson de Higgs ou une particule d'avant. Okay? Donc c'est l'inférence. On utilise le machine learning à partir de signal vers les paramètres génératifs. Le troisième use, donc ça s'utilise dans beaucoup de sciences comme ça, parce que finalement le modèle génératif c'est quelque chose qu'on peut modéliser en physique, on a des modèles analytiques ou simulations. Par contre, dans la direction inverse, c'est plus compliqué. À partir de signaux à reconnaître des paramètres, soit on peut invertir le modèle, on fait des MCMC, des modèles bayésiens, mais c'est très lourd, soit on apprend les fonctions qui détectent rapidement les phénomènes qu'on cherche. Le troisième use case, c'est finalement, aujourd'hui, on a commencé à utiliser les réseaux de neurones et d'autres méthodes d'apprentissage pour générer des data, donc pour remplacer les simulateurs forward pour les réseaux computationnels parfois. C'est plus rapide, donc on fait des simus, on apprend un réseau de neurones et après on utilise le réseau de neurones pour générer plus de data pour des analyses. Ça, c'est très intéressant comme use case et c'est un peu plus jeune comme use case. Et finalement, je ne vais pas en parler trop parce que c'est une autre présentation. On peut même réfléchir un peu comment générer des hypothèses en utilisant machine learning. Aujourd'hui, la génération d'hypothèses, ça ne fait même pas partie du paradigme de méthode scientifique. Okay? Les hypothèses viennent de la tête des chercheurs, des intuitions, etc. On ne modélise pas dans la méthode scientifique d'où viennent les hypothèses. Après qu'on a une hypothèse scientifique, on a la méthodologie pour le tester, valider, invalider, etc. Mais pour générer les hypothèses, on n'a pas vraiment des modèles, même philosophiques aujourd'hui. Donc, une chose qu'on peut faire avec les réseaux de neurones aujourd'hui, c'est de générer des choses. Typiquement, ces modèles génératifs sont utilisés pour les data scientifiques, aussi pour générer des images, même images artistiques parfois. Et ces méthodes, en principe, peuvent être utilisées pour apprendre toute la connaissance scientifique jusqu'aujourd'hui et essayer de générer de nouvelles hypothèses. Okay? On a travaillé sur ça un peu et si vous regardez typiquement quand on génère des candidats de molécules dans la découverte des médicaments, ça, c'est un use case qui existe déjà et il y a déjà des algorithmes qui font ça. Ils génèrent des candidats de molécules, les molécules sont synthétisées, testées par un robot ou testées cliniquement, etc. Et même la génération de molécules est automatisée. Donc, pour accélérer un peu, donc je vais vous montrer quelques exemples sur des projets qu'on a fait. Ça, c'était reconnaissance des insectes dans des photos prises par des gens dans leur jardin, fournies par le Musée national de l'histoire naturelle à Paris. 400 classes très lourdes, c'est-à-dire que les dernières 100 classes avaient moins que 10 exemples par classe. Donc c'est un peu comme few-shot learning pour les experts de machine learning. Une chose qu'on a fait après, c'est que les modèles qu'on a développés dans notre studio, que je vais montrer, on a mis ces modèles en production. Il y avait un stagiaire qui a développé une app sur Android. Vous prenez une photo dans votre jardin d'un insecte, la photo est envoyée sur notre cloud. Il prend 10-15 secondes parce qu'on n'utilise pas le GPU pour ça. Et l'identification revient sur votre téléphone.
C'est juste pour une proof of concept, si vous voulez, que ces modèles peuvent être mis en production. Deuxième projet encore, Computer Vision Deep Learning, c'est des images satellitaires de Mars de très grande échelle, donc c'est des terapixels, avec les cratères détectés par un étudiant. Okay, donc les cratères sont détectés X, Y et rayons. Et l'idée était de remplacer cet étudiant, parce que c'est un travail qui est très lourd, en apprenant de détecter des cratères sur les images. Donc on a monté un pipeline, un workflow, qui a découpé ces images en petits morceaux et qui a, à partir de l'image, détecté des cratères. Vous voyez ici. Okay, donc ce qu'on fait finalement dans le CDS, c'est qu'on montre les workflows, on montre les façons d'évaluer les modèles, on pré-traite les data pour que ça soit digérable par ces workflows. Ce challenge particulier, on est en train de le résoudre avec les étudiants de master de Saclay. 3 masters qui sont réunis dans ce data camp annuel. Vous voyez les présentations d'étudiants, vous voyez comme ils écoutent. Donc on utilise cette plateforme aussi pour la pédagogie. Pour moi, les présentations en grande amphi, c'est fini. Je ne veux plus en faire parce que les gens ouvrent leur ordinateur et ils ne l'écoutent pas. Alors regardez les étudiants comme ils écoutent. Pourquoi ils écoutent? Parce que leur camarade est en train de présenter le modèle qui a gagné le challenge. Donc ça les intéresse. Okay. Donc c'est à la fois une résolution pour nos scientifiques dans le labo et un outil d'apprentissage pour les étudiants. Ils sont allés chercher toutes les solutions possibles pour la détection dans l'image. Et vous voyez ici un peu le leaderboard, je vais en parler plus, mais vous voyez, il y a un score, average precision, mais aussi l'utilisation de ressources qui peut être important si vous voulez mettre des modèles en prod. Donc, quelques exemples dans l'inférence. Donc, comme j'ai dit, on génère le data, on veut reproduire les paramètres qui ont généré le data. Donc ça, c'est aussi une challenge qu'ils sont en train de résoudre sur la physique solaire. Donc les physiciens sont intéressés par détecter les tempêtes solaires avant qu'ils arrivent sur Terre, avec les satellites qui sont entre le Soleil et la Terre. Le satellite mesure les signaux, à peu près 8 séries temporelles, sur la vitesse des particules, des différentes particules, la température, le champ magnétique. Quand il y a une tempête, ces variables changent. Et donc, on peut voir même à l'œil qu'il y a quelque chose ici par rapport à là. Ça, c'est aussi un problème dur pour un étudiant, pour détecter ces tempêtes. En plus, ce n'est pas standardisé. Donc, on a dit, OK, donnez-nous des données annotées. On va fabriquer une méthode automatique qui détecte ces segments dans la série temporelle. Donc, pour les gens de machine learning, c'est un multi-time series detection problem. Donc, le pipeline maintenant, c'est que voilà les séries temporelles crues. On leur a dit de faire un feature extractor. À chaque temps T, ils peuvent regarder une fenêtre plus large. Ils sortent des features, des attributs séries temporelles pour ce time T. Et après, ils donnent ça un classifieur qui dit est-ce que c'est tempête ou pas. Ça, je vais revenir, en fait, on appelle ça les Graduate Student Descent. Donc ça, c'est la courbe d'apprentissage humaine. Chaque petit point ici, c'est une soumission d'étudiants. Là, on veut minimiser le score. C'est un score mélangé, en fait, c'est un score mélangé entre likelihood et détection des événements. Vous voyez, comme dans quelques semaines, ou dans ce cas 6 semaines, mais la plupart des étudiants commencent à travailler avant le deadline. On a bien amélioré le benchmark qui était ici, maintenant il est là. La partie rouge, c'est même plus important, c'est la partie, ce qu'on appelle la partie collaborative. Comme dans notre plateforme, les gens soumettent le code. Quand on ouvre le leaderboard, ils peuvent regarder les codes des autres, ils peuvent apprendre et ils peuvent réutiliser aussi. Donc ils commencent à réutiliser, combiner les codes et vous voyez que ça améliore le score même plus loin. Un autre challenge de ce type, c'était en juin, c'était un challenge style Kaggle, c'est-à-dire il y avait un prix, des prix, 10 prix
précisément, 10 000 €, donc ce n'était pas rien, sur détecter l'autisme à partir de l'imagerie cérébrale, vidéo en fait. Donc c'est vidéo 3D, donc les data 4D qu'on a pré-traitées. On a créé 18 000 features pour chaque patient et on a demandé des participants de classifier autiste ou pas autiste. Non, c'était des adultes. Mais je ne suis pas vraiment expert de data, donc si vous voulez savoir plus de ça, je peux vous donner des contacts. On est en train d'écrire le papier en fait parce qu'on est arrivé de faire ça grâce à ce challenge de détecter l'autisme à peu près 80% de accuracy. Notre particularité de ce challenge, c'était qu'on avait 2000 sujets, mais dans ce 2000, il y avait 1000 sujets que l'hôpital ne voulait pas publier parce que c'est privé. Donc avec notre plateforme, c'est possible aussi de donner les sujets publics aux participants, qu'ils améliorent leur méthode et tester leur méthode sur les datas qui ne sont pas publiées. Un autre projet, en fait, c'est intéressant parce que c'est déjà terminé, donc on a un papier qui sortait, c'était aussi dans le médical, mais je ne vais pas expliquer ça parce que pour l'intérêt du temps, je vais sauter aussi le challenge de boson de Higgs. Je vais peut-être juste vous mentionner un projet qui est plutôt dans le modèle forward parce que vous êtes peut-être dans ce domaine de simulation. Donc on a 4 challenges qui viennent de la science du climat. Ça c'était le premier pour prédire la température El Niño, c'est une température moyenne dans une région dans le Pacifique, 6 mois d'avant à partir des mesures de température historiques. Donc ça c'était des données simulées, des simulations très très lourdes, des modèles climatologiques. Ça, c'est une moyenne mensuelle des températures sur une résolution d'1 degré. On avait à peu près 5000 ans de simulation, je pense, qu'on a découpé en train, valide et test. Et l'idée, c'était de prendre toute l'historique ici jusqu'à un temps t, sortir des features de séries temporelles, en fait spatio-temporelles, et encore à partir de ça, faire une régression. Donc ici, on pouvait utiliser les régressions non linéaires, qui est assez rare dans ce domaine. Ici, on pouvait utiliser la connaissance un peu climatologique pour sortir des bons indicateurs de El Niño. On a un autre challenge qui est plus récent sur prédire le degré de la force des tempêtes, des ouragans. C'est les vraies data où vous voyez tous les ouragans enregistrés sur Terre. On a aussi un challenge qui est super intéressant parce que là, on teste la capacité des modèles machine learning pour faire la science. Mais je crois que je n'aurai pas le temps d'en parler. Si vous voulez, je peux revenir. Parce que je voudrais assez de temps quand même pour ce deuxième partie. Mais si vous avez des questions maintenant sur ces exemples, je peux les prendre. Oui? Oui, c'est toujours supervisé? Il faut toujours un score. Donc ça, c'est un principe, c'est que sans score, on ne peut pas mesurer la qualité des modèles, donc on ne peut pas faire les... Je dirais, c'est difficile à faire la science si on n'a pas de métrique. Comme c'est une science expérimentale, s'il n'y a pas de façon à mesurer la qualité des modèles, on est un peu dans le flou. Donc dans ce sens, c'est supervisé. Après, on a plusieurs challenges non supervisés, clustering, type clustering, où on connaît les vrais clusters parce que c'est nous qui avons généré des data. Donc dans ce cas, on peut mesurer la qualité des algos de clustering. Donc on a des challenges non supervisés, étant donné qu'on peut avoir un score. Okay, donc c'est souvent un problème dans l'industrie aussi, c'est qu'ils n'ont pas de données étiquetées, donc ils veulent les détections de novelty ou les détections des outliers, mais ils n'ont pas d'exemple de outliers parce que c'est pour ça qu'ils vont le détecter. Donc ça, c'est toujours un projet difficile. Donc soit, dans ce cas, le projet, souvent, c'est un outil d'annotation pour chercher les étiquettes. Parce qu'on a pas mal de classes de problèmes de type détection d'anomalies. Mais si on n'arrive pas à décrire les anomalies, soit analytiquement ou semi-analytiquement, soit par montrer que ça, c'est une anomalie,
On peut faire les algos, c'est juste difficile de comparer les deux algos. Il détecte sans anomalie, celui détecte sans anomalie, qui va dire quel algo est le mieux. Okay. On peut mettre un humain dans la boucle pour scoring. Techniquement, c'est possible, mais ça ralentit un peu l'évaluation. Donc, dans la deuxième partie de la présentation, je vais parler un peu plus général. Qu'est-ce qu'on a appris, qu'est-ce qu'on a développé comme outil pour accélérer ce sort de recherche et comment on fait. Avec une équipe qui est finalement pas très large. Donc, normalement, on a 3 ingénieurs. Alex a malheureusement parti, mais il va être remplacé en janvier. Et finalement, c'est moi, Alex, Mehdi, qui était très présent avant, mais maintenant il est parti. Et quelques chercheurs qui viennent de sciences sociales, parce que finalement, on était guidé un peu sur le format, sur le processus par les gens qui travaillent sur l'innovation. Donc, qu'est-ce qu'on a appris? Donc, d'abord, on a appris quels sont les rôles et les tâches dans le processus de data science. Comment est-ce qu'on peut structurer un peu ces projets du point de vue d'expertise. Donc, si on revient à ce paysage, comment on lubrifie ces interactions entre les chercheurs et qu'est-ce qu'il fait, ce qu'on appelle le data value architect. Donc, c'est un data scientist qui travaille avec les domaines. Moi, typiquement, ou quelqu'un qui soit vient des domaines et qui apprend machine learning, soit un data scientist qui apprend le business ou astrophysique. Donc, comment on construit ce paysage de zéro? Par exemple, dans une boîte, on veut montrer notre force de data science. Souvent, ce qui se passe, c'est qu'on donne le projet au IT parce que c'est un projet technique, data science. Le IT va dire, OK, j'ai entendu que pour le back-end, il faut Hadoop, Spark, etc., Kafka. On installe tout, on embauche des ingénieurs, on achète des machines, on installe le logiciel. Après, on embauche des data scientists. Voilà notre data lake. Faites quelque chose. Le data scientist, au début, va être super content parce qu'il a accès à toutes les données de la boîte dans les meilleurs cas. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va trouver les targets, superviser, prédire quelque chose, je ne sais pas, churn ou fraude. Il va trouver les indicateurs aussi. Il va construire son pipeline, son problème de machine learning. Il va optimiser les méthodes. Il construit des POC. Il écrit des notebooks de Jupyter. Il donne ce POC à son chef qui va juste jeter ça dans la poubelle. Ça, c'est le fonctionnement typique aujourd'hui dans l'industrie, avec l'équipe de data science, et il commence à se fatiguer. Okay? Donc, s'il y a une bulle de AI, si je ne sais pas en fait, mais s'il y a une bulle, c'est une bulle organisationnelle. En fait. Les CEO attendaient beaucoup de data science, mais les projets étaient mal organisés. Parce que c'est la dernière étape qu'on va chercher le business unit et on leur demande qu'est-ce que vous voulez faire avec le data science. Donc, normalement, on devrait faire ça dans l'autre sens, mais c'est moins évident parce qu'on n'a pas d'expert de data science. Donc, c'est là que cette personne, un expert de data science avec un portfolio large, peut aider pour structurer ces projets. Donc, on commence par aller à business unit de l'astrophysicien ou le marketing dans une boîte. On demande comment on gagne l'argent dans la boîte. Donc, quel est un bon résultat qu'on peut publier en sciences. Une fois qu'on détecte le problème, on regarde, est-ce que c'est un problème de machine learning? Souvent, ce n'est pas un problème de machine learning. Les gens confondent tout un peu et souvent, ils viennent avec les problèmes de data qui est en fait une optimisation pure. Donc, ce n'est pas forcément data science. C'est juste qu'il y a du data. Donc, on détecte les problèmes de AI. Là, on embauche les data scientists pour prototyper ce problème qu'on a détecté, qui nous va faire gagner l'argent. Le data scientist prototype, regardez que normalement, on inclut les IT parce que souvent, le data que le data scientist va utiliser vient des IT, mais on n'a pas obligé d'avoir des Hadoop à ce point. Il faut juste être conscient comment ça va être mis en production, mais on n'est pas obligé d'investir dans l'infrastructure encore. Parce que ça, c'est la dernière étape.
là, on a des prototypes, peut-être un portfolio de prototypes avec une trade-off entre performance et utilisation de ressources qu'on peut donner au data engineer ou l'ingénieur. OK, choisissez, regardez un peu qu'est-ce qu'on peut mettre en prod. Donc, ce qu'on a appris un peu, c'est comment construire le workflow, comment construire le projet. Quelles sont les étapes, comment on structure cette construction de projet. Donc, typiquement, ça, c'est un predictive workflow. C'est simplifié un peu, bien sûr, mais c'est ce qu'on a. Donc, on a des data crus, on a des connecteurs de data qui sortent les indicateurs pour chaque instance sur lesquels on veut prédire. Ça, c'est X, c'est une matrice. Chaque rangée, c'est une instance. Et c'est sur cette instance, on veut prédire quelque chose. Okay, donc, c'est souvent une matrice. Le nombre de rangées, c'est le nombre d'instances. Et le nombre de colonnes, c'est le nombre de features. Après, il y a un predictive workflow. Peut-être on fait le feature engineering, feature extraction et une classification. Mais ça peut changer. Qui produit une prédiction. La prédiction, après, c'est consommé. Donc, souvent, dans les cours de machine learning, on oublie ça. C'est qu'on n'arrête pas là. Soit c'est mis en production automatique, comme chez Criteo, la publicité automatique, où on n'a pas d'humain dans la boucle parce qu'il y a 100 millions de décisions à prendre chaque seconde, ou dans la finance, souvent. Mais plus souvent, dans la grande industrie, la vraie industrie, mettons, pas IT, on ne consomme pas la prédiction automatiquement. C'est une personne, c'est un humain qui consomme la prédiction. Donc, finalement, le dashboarding devient très important. Et ça structure le projet. Si on cible le dashboarding, on cible l'automatisation, ce n'est pas du tout le même projet. Okay? De toute façon, donc ça, c'est le workflow des utilisations typiques. La question que je pose ici, à vous, où est-ce qu'on commence monter ce workflow? Quelle est la première chose qu'on fait? C'est l'après-midi, après manger. Donc, Savoir ce qu'on va décider. Mais c'est pas si simple que ça, hein, parce que parfois on commence par le data, on aimerait bien comprendre ce qu'on peut en sortir. On choisit d'être dans la data, mais parfois on commence par l'objectif. Ça dépend. Bon, il n'y a pas de réponse unique. quelqu'un d'autre? Hein? Formuler le problème et déterminer les métriques pour l'évaluer. Quel est le business case? Le business case, il est où? Il est où sur ce diagramme? Il est quelque part. Là. Qu'est-ce qu'on fait avec la prédiction? Donc, on fait cette erreur souvent de commencer par le data. Si on commence par le data, ça c'est le data lake, le Hadoop, etc. Le data scientist qui fouille dans le data, il ne sait pas quoi faire. Enfin, il sait quoi faire parce qu'il est bon. Il va prédire quelque chose, mais on ne sait pas si c'est quelque chose qu'il va prototyper. Il a juste fait parce que c'était le plus facile, pas parce que ça nous fait gagner le plus d'argent dans la boîte. Okay? Donc, on commence là. Par rapport à... Il y a pas mal d'algorithmes en fait, qui ont été créés grâce aussi à la quantité massive de données. Uniquement, effectivement, peut-être que le besoin il vient de droite, la partie... Bien sûr. Tous les algos qu'on va utiliser sont là. Qu'ils étaient développés sur les data XY qui étaient déjà là. Les chercheurs dans machine learning, ils travaillent sur XY, ou le participant de Kaggle, il voit le XY. Ah, effectivement, mais typiquement les chercheurs aujourd'hui, en fait, ils posent plus sur la partie gauche, parce qu'ils n'ont pas de toute façon les azimuts. Mais moi, je parle d'astrophysique, physique ou marketing. Okay? Ce n'est pas de la recherche pure qui est finalement alimentée par tous ces problèmes. Mais je parle de comment on décide sur quel problème on va appliquer ce qu'on sait faire déjà. Et dans l'industrie, c'est typiquement le problème. Aujourd'hui, à Systemix, on a des gens, en fait, des industriels, des partenaires qui viennent avec beaucoup de données, ils ne savent pas comment faire. Je sais, mais ça c'est le problème, exactement le problème. Je sais. On a fait une quarantaine de projets industriels, donc je sais très bien, c'est exactement ce problème dont je parle. Donc souvent, oui, ils arrivent avec le data, on fait les projets, et après 6 mois, étant donné qu'on a accès aux data, parce que ça c'est notre grande question, après 6 mois, on découvre qu'il n'y a pas de business case. Donc on a travaillé tous pour rien.
Donc, idéalement, on commence par Y, même pas Y près, juste trouver le KPI, trouver la quantité qui vous aide de décider des choses qui sont importantes dans votre business process ou pour votre projet scientifique. Sur Y, qui travaille sur Y? Le business unit ou le domain scientist, avec l'aide de cet animateur qu'on peut appeler Data Value Architect, donc la personne qui connaît un peu comment le processus marche, pas forcément un expert de dernière librairie de deep learning, mais il connaît le processus. Donc il peut guider, ok, cet Y, je ne pense pas qu'on peut le prédire, ce n'est pas une quantité, je sais pas. Ou ce problème n'est pas machine learning. Souvent, ça c'est aussi qu'on peut découvrir très très tôt. C'est ça l'idée, c'est que si vous voulez gérer les coûts, il faut découvrir les obstacles qu'on ne peut pas contourner très tôt. Le plus tôt, le moins on paye. Une fois, on a la quantité, c'est une quantité abstraite. On veut prédire le churn, on veut prédire le prix d'une action, on veut prédire si c'est spam ou pas. Le deuxième problème, c'est que souvent, on n'a pas de données à noter. Donc, vous avez dit, Anomaly Detection, pour moi, quand les gens viennent avec ces trucs non supervisés, pas parce que c'est un problème non supervisé, c'est parce qu'ils n'ont pas d'étiquette. Et pour résoudre ce problème, ce n'est pas aller fouiller dans les grands ensembles de méthodes non supervisées. C'est de faire un outil d'étiquetage et demander aux experts d'étiqueter les datas. Souvent, c'est ça le bottleneck, pas la partie algorithmique. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Il y a plein de choses qu'on peut faire pour étiqueter. On peut demander les experts. Si c'est des images naturelles, on peut demander à Amazon Turk. Il y a des boîtes qui spécialisent aujourd'hui pour étiqueter les images. Ou dans la science physique, où on a des modèles, on peut faire la simulation. Donc on simule Y et on simule X aussi. Donc, maintenant, on a la quantité à prédire et les étiquettes dans une base de données. Prochaine étape, avant d'embaucher le data scientist, c'est la métrique, score type on l'appelle, la métrique. Comment on mesure la qualité d'un modèle? Si on n'arrive pas à mesurer la qualité de modèle, ce n'est pas la peine à commencer de développer les modèles deep learning. Parce que peut-être Random Forest est mieux, mais on ne sait pas, parce qu'on n'a pas le score. Souvent, le score type, si on les donne aux data scientists, ça va être RMSE, accuracy, etc. En principe, il devrait que ça soit connecté au business ou le but scientifique. Dans une boîte, la métrique devrait être mesurée en euros. Donc si j'améliore la métrique à 2%, je sais exactement combien je gagne. Pourquoi? Parce que c'est comme ça qu'on peut planifier le projet, combien on budgète pour Hadoop. Si on ne sait pas combien chaque pourcentage va nous faire gagner, on ne sait pas combien on peut dépenser pour ce projet. Donc typiquement, déterminer la métrique, ce n'est pas le but, c'est pas le rôle d'un data scientist, c'est le rôle de business unit. Une fois qu'on a ça là, on peut aller chercher de data. Parce que là, la question, ce qu'on pose maintenant, OK, on veut prédire cette quantité, ce KPI qu'on mesure, qu'on veut optimiser. On a la métrique, comment on mesure la qualité des modèles. Maintenant, de quoi on va prédire cette quantité? OK? Si maintenant on peut budgétiser le projet, ça nous donne un paysage pour aller chercher des datas. Les datas peuvent venir des datas intérieures, mais il y a encore une fois un écosystème aujourd'hui qui fournit des datas externes qui les vend. Encore une fois, si on ne sait pas combien ça nous fait gagner, comment on décide si on achète ou pas un Twitter feed? Okay. Donc, une fois qu'on a commencé cette étape, là, on a besoin des data engineers peut-être pour extraire des data, de faire les data lakes, etc. Ou connecter des différentes sources de data pour le data scientist pour qu'il travaille. C'est qui décide du score pour la décision du score? C'est qui? Typiquement, ça devrait être le business unit qui dit combien, si je mal estime le churn, combien je perds. Okay, si je prédis que cette personne va partir et il ne part pas, c'est quoi le coût? Si je prédis que la personne reste, ben, je prédis qu'il part, qu'est-ce que je perds ou qu'est-ce que je gagne? Et mettre ça dans le score, parce que finalement, c'est ça ce qu'on veut optimiser, ce n'est pas un score abstrait.
On veut optimiser la rentabilité de la boîte. Parce qu'en fait, je pense que métrique, quand on monte en métrique, c'est en termes machine learning, c'est voilà, comment je compare mes modèles. Ouais. Et après, c'est l'impact de la métrique sur la business. Oui, donc ça c'est un travail en fait avec un expert de machine learning aussi, parce que l'expert de machine learning peut dire non, ça c'est une métrique qu'on ne peut pas optimiser. Mais même si on ne peut pas l'optimiser, c'est bien de l'avoir, la vraie métrique. Donc, par exemple, dans ranking, pour les recherches sur l'Internet, il y avait des métriques qui étaient proposées qu'on ne peut pas directement optimiser, mais au moins on peut mesurer la performance des modèles. Okay, donc ça, après, s'il y a ce travail de convertir ou avoir des surrogates sur cette métrique qu'on peut donner au réseau de neurones parce qu'ils sont différenciables ou d'autres méthodes parce qu'il y a d'autres contraintes. Mais la vraie métrique devrait être mesurée en euros ou en impact scientifique. C'est un peu plus compliqué à définir dans la science, mais c'est ça notre but. OK, donc une fois qu'on a ça, regardez ce qu'on a produit ici, X et Y, c'est un Kaggle Challenge. Donc là, on a besoin des experts de Kaggle, des data scientists qui arrivent à optimiser le prédicteur étant donné X, Y. OK, donc il y a une décision à prendre et dans le ramp qu'on a construit, le studio, on a décidé de modulariser ces workflows pour avoir des modules bien séparés, bien identifiés, peut-être réutilisables. Mais bon, ça c'est une décision, on peut imaginer une boîte noire ici aussi. Quand on fait le workflow, il y a quand même une décision en Data Value Architect, comment on modularise des workflows. Donc là, ici, un feature extractor, classifieur, peut-être une calibration si on veut des probabilités à la fin, etc. OK. Donc après, truc important qu'on n'oublie pas, c'est que data science est expérimental. On a des modèles super puissants, donc overfitting peut être une issue, un problème très important. Donc comment on construit l'expérience, c'est important. Donc cross-validation, finalement, c'est la technique pour assurer que le modèle qu'on optimise sur les data de train vont marcher sur les data de test. Après, maintenant, le POC a beaucoup de sens. Parce que le POC va informer le business unit sur la métrique qui a du sens pour le business unit. Donc là, on va bien sûr faire des itérations parce que ça coûte cher de faire ça, ou ramasser plus de data, ou avoir plus de data scientists ici. Donc le POC sert de prendre ces décisions itératives. Est-ce qu'on continue ou pas? Est-ce que l'amélioration nous donne assez d'espoir pour gagner assez d'argent ou pas? Et si tout va bien, on va juste mettre le workflow en prod. Okay? Donc le ramp dont je vais parler, c'est un peu la partie technique de ce processus qui englobe ces 4 éléments, les métriques, les cross-validation, les workflows et les data connectors. Donc pour vous donner une idée, ce qu'on a décidé de faire, c'est de séparer un peu ce qui est toujours la même dans le processus de data science, c'est-à-dire tester les algos sur les data avec une métrique, et paramétriser les data challenges en donnant une interface assez simple aux data scientists pour dire, OK, dans ce challenge, voilà comment je vais faire le cross-validation, comment je vais lire mes data, voilà les métriques que je vais mesurer. Et c'est une classification avec un workflow de feature extractor classification. Donc c'est comme une étagère de menu, on peut choisir les éléments et on peut assembler ce bundle qu'on appelle problem.py qui définit finalement le pipeline particulier et utiliser un test qui est unique parmi tous les challenges. Donc pourquoi on a fait ça? Parce qu'on ne voulait pas chaque fois occuper de cette partie qui est toujours la même. Okay, donc on essaie de séparer les choses qui bougent entre 2 différentes applications et les choses qui restent les mêmes parce que ça fait partie du data science process. Donc en gros, qu'est-ce qu'il fait le script? Il lit le data, il lit le modèle, il crée des folds pour l'expérimentation, il va faire le train sur les data de train pour chaque fold et il va scorer sur valider test. Donc on fait ce qu'on appelle validation croisée double pour éviter l'overfitting. Et après, il donne un résumé du score. Donc, cette partie de notre logiciel, c'est dans une librairie qui est publique depuis des années. Et on peut utiliser ça pour montrer les workflows.
Mais nous, on n'arrêtait pas là-bas. Donc, vous pouvez donner une idée. Dans Ramp Workflow, on a tous les éléments pour designer le workflow. Si vous ne trouvez pas quelque chose, vous pouvez le coder dans le problem.py. Okay? Donc, c'est juste... La structure ne change pas, mais vous pouvez ajouter d'une façon flexible des éléments qui manquent de librairie. Et on a un script qui fait partie aussi de ce librairie, qui fait le test, qui sert à beaucoup de choses. Il sert à unit tester le bundle, il sert après pour les participants de challenge pour tester leur modèle localement sur leur ordinateur, et ça nous sert aussi sur le back-end pour entraîner ces modèles sur les vraies data de train et test. Donc ça, c'est un script qui est très, très important dans notre écosystème. Donc ça fait une partie. La deuxième partie, c'est le kit, c'est-à-dire pour chaque problème que je vous ai monté, et les vingtaines d'autres, on développe un kit. Le kit qui change entre deux problèmes différents. Sur ce kit, après, on exécute le même script pour tester les modèles. Qu'est-ce qu'il y a dans le kit? Le bundle que j'ai monté, les workflows, expérimentés, etc. Et une solution initiale. Donc, on a trouvé que c'est très important de donner une solution initiale, même si ce n'est pas optimisé, aux data scientists pour que ça ne soit pas une page blanche. Donc, c'est plus facile à commencer de développer et optimiser les méthodes. Comment rendre des data scientists efficaces? Et pourquoi on veut faire ça? Parce qu'il n'y a pas beaucoup de data scientists, ça coûte cher. Ouais, des principes, c'est de les inciter à travailler sur le problème, soit monétairement, soit parce que c'est un joli problème scientifique. Donner des modèles pour commencer. Rendre les contributions incrémentales faciles. Gamifier, compétition, etc. Les aider de collaborer. Donc, c'est souvent ce qui manque un peu des data challenge, cette partie de collaboration. Et pour apprendre d'un à l'autre, essaye de cacher les obstacles computationnels donc pour qu'ils puissent travailler sur la partie algorithmique. Donc, on donne souvent un notebook qui décrit le problème. Cette introduction, c'est très important parce que c'est ça l'incitation finalement pour le data scientist pour lire le problème. Qui contient le but, le data, des étapes, les solutions initiales, quelques d'exploration de data, visualisation, etc. Donc ça, c'est très libre et flexible, c'est un Jupyter Notebook. L'idée ici, c'est de rendre le data scientist opérationnel dans quelques heures au lieu de 6 mois ou 2 ans. On donne la solution initiale, qui sont des solutions très simples, c'est juste qu'ils remplissent le workflow formellement. On donne une interface où ils peuvent soumettre ces solutions. On donne le feedback qui est typiquement le score, peut-être train et test time, etc. Ça, c'est le back-end. Alors, la question importante, très tôt dans le projet, on a décidé de demander les participants de soumettre le code pour 2 choses, pour 2 raisons différentes. Première, on a fait le Data Challenge de X sur Kaggle. On avait 2000 participants et on avait 0 outcome de ce challenge côté technique. On ne pouvait même pas compiler le code de gagnant. Il a fait une librairie de deep learning dans Lisp. Et nos ingénieurs au LAL, ils ne pouvaient pas l'insérer ça dans le pipeline physique. C'est parce que Kaggle ne demande pas de soumettre le code. En fait, on peut stipuler ça pour les gagnants qui nous donnent de code, mais il n'y a aucune façon de vérifier si le code est utilisable par nous. Donc, on a décidé de demander au data scientist de soumettre le code pour qu'on ait un prototype à la fin du challenge. Automatiquement, finalement, parce que si ça n'exécute pas sur notre plateforme, il n'est pas dans le challenge. Deuxième chose qui est très intéressant comme outcome de cette décision, c'est qu'à travers des codes, les data scientists peuvent communiquer entre eux, collaborer. Ils peuvent télécharger le code d'un participant combiné avec l'autre et on voit l'effet de ça tout le temps. Donc, je vous montre cet effet. Donc, ça, c'est des learning curves pour un challenge de physique. Partie bleue, c'est la compétitive, donc il ne voit pas les codes des autres. Et la partie rouge, c'est quand il ouvre la boîte. Et il y a plusieurs courbes. La rose, c'est la meilleure solution à chaque tentée. Le vert, on a aussi un algorithme automatique pour blending.
combinaison des modèles, ensembling si vous voulez, mais ensembling des modèles très très forts. Donc vous voyez que dans cette phase compétitive, donc je vais étape par étape. Donc d'abord, vous voyez une accumulation des solutions ici. Ça, c'était la solution facile. Même si on a hyper opté, donc optimisé les méthodes de deep learning sur ce projet particulier, il ne marchait pas très bien. Donc on avait ce plateau que quelques étudiants ont dépassé même dans la phase compétitive parce qu'ils ont lu le notebook, ils ont compris les données de physique, c'était des formules que deep learning ne pouvait pas capter. Et ils ont compris comment le data était généré, ils ont créé des features qui étaient bons pour la classification. Ce qu'on appelle ici cette gap de diversité, c'est la différence entre la meilleure solution et la solution combinée. Si vous êtes expert de ça, vous savez que pour que la combinaison marche, il ne faut pas seulement que les modèles soient bons, mais aussi pour qu'ils soient divers. Okay? Et on a des modèles divers. Si on n'ouvre pas le leaderboard, si on ne les laisse pas communiquer. Donc ça, c'était une découverte super intéressante pour nous, c'est que quand on ouvre le leaderboard dès le début, ce n'est pas aussi bon que quand on a une phase compétitive au début. Vous voyez aussi que si on garde que la phase compétitive, on n'a pas la meilleure solution non plus. Ce qui est intéressant, que même la combinaison des modèles était mieux si c'était l'humain qui l'a fait. Donc on avait ce petit gap entre notre combinaison automatique et les combinaisons ici, finalement, par les étudiants. Okay? Donc là, même là, on peut gagner un peu. Et donc, c'est-à-dire aussi que si on n'a pas de phase collaborative, on perd. Si on n'a pas de phase compétitive, on perd aussi. Donc, cette façon de faire une compétition et une collaboration après, ça marche toujours. Et je peux vous montrer, en fait, même si on revient ici, vous voyez l'effet. Ça, c'était un autre challenge. Donc, c'est juste pour vous montrer que je ne triche pas. Sur tous les challenges, on voit l'effet de la collaboration à la fin. Donc, ça, c'est en cours. Donc, on ne sait pas, on va arrêter. Je l'ai ploté ça ce matin. OK. Oui, allez-y. Le blending, c'est un mélange de modèles ou c'est des features C'est un mélange de modèles, mais c'est un mélange de modèles forts. Donc, ce n'est pas comme Random Forest ou Boosting où on mélange les modèles faibles. C'est des modèles forts où l'overfitting est très, très, très facile. Donc, on a un algorithme qui a été conçu dans les années 2000 pour les challenges par une équipe d'IBM qui marche super bien. Très simple. Je peux vous expliquer après si vous voulez. Là, ça, c'est une visualisation de la communication des participants. Donc, on adore faire les visus un peu Big Brother. On voit toutes les soumissions que les gens regardent et utilisent. Et on peut dessiner des graphes comme ça. Donc, cette personne a fait un saut dans le leaderboard. Ça, c'est la taille de disque, c'est la qualité de la solution. Il a utilisé un de 4 modèles qui était développé dans la partie compétitive. Il a fait un saut dans le leaderboard, donc il était au top. Tout le monde a jeté sur le code. Et à partir de ce moment, tout le monde a réutilisé son code. Et ça, c'était le rapport. Donc, on a une façon de leur... Ils peuvent donner des références quantitatives sur les soumissions qu'ils réutilisent dans leur code. Donc, on peut construire ces jolis graphes de comment les idées... Dans la plateforme, il y a une trace de quel algo a été utilisé antérieurement. On regarde automatiquement qui regarde quoi, programmatiquement sur le front-end. Et on a, après chaque soumission, on demande de l'auto-rapportage, donc de dire que moi j'ai fait cette soumission, j'ai 100 crédits à donner, moi je me donne 30, et le reste je partage parmi ces 4 modèles. 4 modèles antérieurs. Que j'ai utilisés dans mon code. Donc c'est... Si vous voulez modèle économique autour, c'est un peu compliqué, mais dans ces data challenges où on n'a pas
vraiment l'incentive monétaire sur la partie collaborative, ça marche bien. Et on peut en fait tracer les idées, d'où les idées viennent, parce que ça c'était notre désavantage de Kaggle, c'est que on a le code des 3 premiers, mais peut-être il y avait des idées dans 700e physicien dans le leaderboard qui ne pouvait pas optimiser son code. Il avait une bonne idée, mais on ne va jamais voir cette bonne idée parce que son score n'est pas assez bon. C'est entièrement déclaratif, il n'y a pas de détection de réutilisation. Pour l'instant, oui. Voilà. Mais on peut imaginer plein de façons de mettre un modèle autour. Mais, bon, future work. Donc, en général, il y a plein de choses qu'on peut faire et je peux ajouter des points ici. Donc, vous pouvez participer dans les rampes. Vous pouvez les utiliser dans l'enseignement. Vous pouvez juste utiliser la rampe Workflow sans le serveur pour structurer vos expériences. Si vous êtes doctorant, je vous conseille de faire quelque chose comme ça de toute façon. Parce que loguer les expériences avec les codes qui sont bien structurés, c'est une bonne pratique. Et si vous avez votre workflow sur lequel le test fonctionne, on peut le mettre sur le site. Alors, les points que je vais ajouter ici, c'est qu'on a décidé d'open sourcer tout, y compris la partie serveur, partiellement parce que CDS, c'est un projet temporaire, donc ce n'est pas un institut qui va exister longtemps. Et donc, si vous avez un ingénieur, ce n'est pas quelque chose qu'on peut utiliser sur notre téléphone. Donc, il faut un ingénieur qui prend le code qui installe sur le serveur et vous pouvez avoir votre propre site ramp avec votre propre back-end. Pour l'instant, on a des back-ends qui fonctionnent localement sur le serveur de front-end ou avec Amazon. Mais on est en train de rendre le code flexible pour que ça soit extendible. Donc, si vous voulez utiliser le Google Cloud ou votre propre cloud, il y a juste un module de back-end à développer. Donc, pour l'instant, ça c'est le front-end, le toolkit, les exemples et un forum de Slack que vous pouvez utiliser pour communiquer avec nous. Mais bientôt, on ajoute plusieurs d'autres sites pour le serveur, donc le front-end, et pour le engine de back-end qui fait l'entraînement. Modularise tout, par exemple, si vous ne voulez pas utiliser le serveur, juste utiliser le workflow pour votre propre expérience, mais vous voulez utiliser le back-end d'Amazon, ça va être aussi possible pour ne pas brûler le CPU, utiliser les GPU sur Amazon. Et si vous voulez lire plus de ce que j'ai raconté sur le processus, j'ai un site sur Medium où je parle de l'écosystème data science, le process, comment enseigner, comment construire le pipeline, un peu plus structuré, écrit. On a aussi un papier public qui décrit RAMP il y a 6 mois. Merci. Alors, des questions? Les slides sont mises sur le site, hein, de l'IRT, si vous voulez retrouver les miens en particulier. Sur les challenges que vous avez présentés, les données sur la version que vous instanciez, les données, elles sont libres? Oui, donc la façon qu'on structure chaque challenge, c'est qu'on a des données publiques parce qu'il faut donner des données aux participants pour développer le modèle. Si on a assez de données, on sépare complètement le data, ce qu'on utilise sur le back-end. Donc on reprend leur modèle et on re-entraîne sur les données qui sont complètement séparées. Et même ces données sont séparées en public et privé. Donc on utilise une validation croisée pour le leaderboard qui est publié pour gamifier le challenge. Et on utilise des données de test qui ne sont jamais données aux participants. On montre rarement les résultats finaux parce qu'on ne veut pas polluer. Il y a beaucoup de challenges où l'overfitting était très important à gérer et on est super content qu'on a décidé de faire cette double validation croisée pour éviter que ça soit overfité. Donc, les données de test, ça donne aussi une possibilité aux industriels de cacher leurs données privées parce que ce data sont présents seulement sur le back-end. Donc, le code part sur le back-end, les scores reviennent et on peut mettre un firewall entre les deux. Une question sur les workflows slide 50. Slide 50 ?
à peu près, où il y avait le workflow du processus de définition de la métrique un peu avant. Ça. Ouais, voilà, ça. Vous avez dit qu'en machine learning, les tâches les plus complexes, c'était finalement la formalisation du problème. Ici, dans ce processus, c'est qui va contribuer à cette formalisation du problème? C'est ce que j'ai expliqué au début. On commence la formalisation des problèmes, c'est ici. Donc c'est un processus d'échange entre le business, la personne chargée de définir les besoins de la boîte et le data value architect. Et du coup, une des phases aussi très importantes, c'est dans la construction des X. Potentiellement, l'expert du domaine scientifique, il a potentiellement beaucoup de connaissances à apporter. Est-ce qu'il va contribuer aussi dans cette phase de construction en disant, par exemple, par ma connaissance expert, je sais que tels facteurs sont importants? Bien sûr, bien sûr. En fait, la raison de couper le workflow souvent, notre workflow typique, c'est feature extraction d'un tableau de données crues et une régression ou classification. C'est ce qu'on utilise le plus souvent. Pourquoi on fait ça? On pouvait juste faire une boîte noire de X et Y. On fait ça parce qu'on sait que dans le feature extractor, feature engineering, l'expert scientifique a beaucoup à dire. Et donc, par contre, peut-être qu'il ne connaît pas les meilleurs classifieurs. Donc, on leur donne une façon de uploader leur feature extractor qui est réutilisable dans la phase collaborative par les data scientists. Donc, ils peuvent prendre les meilleurs features et optimiser leur classifieur au-dessus. Donc, si vous voulez, je pense... Non. Oui, on devrait avoir une... Je pense que je l'ai enlevé parce que c'est trop compliqué. On peut avoir une... flash. Encore une question, du coup, est-ce que, face à des problèmes fortement structurés, est-ce qu'on arrive toujours à mettre les données de la forme idéale avec des tableaux en X comme ça? Ou est-ce qu'il y a des types de problèmes où la structure est trop importante pour justement pouvoir rentrer dans cette pipeline? Typiquement, par exemple, quand on travaille avec des séries temporelles, il y a un tableau, mais ce n'est pas vraiment le X qu'on a pour... Et face à des structures encore plus complexes, du style quand on commence à voir des molécules et des graphes, est-ce qu'on arrive quand même à expliquer? C'est flexible. Il faut que ça soit lisible d'un fichier. Donc, c'est typiquement, on met ça dans certains formats. Et après, le feature extractor ici qu'on développe, il doit être capable de lire ce format et développer une solution initiale qui montre comment gérer ce format et comment sortir quand même. À la fin, si vous voulez utiliser scikit-learn pour classifier, il faut le mettre dans une NumPy. Donc, ça dépend en fait. Si vous voulez que ça soit optimisé par les participants, il faut le mettre dans le workflow. Si vous voulez que ça, si c'est fixe, par exemple dans l'autisme, on a pré-traité les data parce que c'est trop grand, on le met là. Tout à l'heure, on évoquait les problématiques où on veut essayer de coller un modèle sur des données en essayant de reproduire une labellisation, mais en étant insensible à un des attributs. Donc on veut explicitement, au moment où on définit le problème, il faut dire oui, voilà, à partir de l'ensemble de toutes ces données, je veux réussir à trouver une classe, mais au maximum, je veux être insensible à cette variable qui doit être aussi, qui est présente aussi dans les X. Est-ce que le rang permet d'adresser donc ça situerait où? Tout le monde comprend la question. C'est un problème super important aujourd'hui. Par exemple, FairML ou les erreurs systématiques en physique. On veut un prédicteur en Y qui n'est pas sensible à un Z. Donc il y a X, Y, Z. Et on veut que le prédicteur ne soit pas sensible à la valeur de Z, par exemple, la couleur de la peau. Okay, pour l'assurance ou des décisions comme ça. Donc, si on veut mettre ça dans RAMP, on le mettrait où? Dans les X, X, Z. Le Z devient un identique. On le met où? C'est après, c'est dans CLF. C'est à la fin. Dans le score, dans le métrique, ouais, le Y peut contenir aussi le Z, parce que c'est le ground truth finalement, la couleur de la peau. C'est pour ça, en fait, dans FairML, il faut qu'on sache la couleur de la peau de la personne si on est insensible. En général, quand on développe la méthode, qui est assez paradoxale. Donc on met le Z ici,
Et finalement, la métrique va pénaliser la sensibilité à cette Z. Okay? Donc, il faut développer la métrique. C'est encore un exemple où la première chose à développer, ce n'est pas les méthodes qui sont capables de traiter la sensibilité, mais la métrique, comment on mesure la performance si on a ça. Okay? Après, donc, normalement, le Z va faire partie de Y, mais aussi de X, bien sûr. Ça dépend, en fait, parce que parfois, on veut des méthodes où l'entrée est donnée, parce qu'on a aussi demandé la couleur de la peau sur le site, pour être capable de ne pas être sensible. Parfois, on n'a pas, légalement, on ne peut pas. Donc, dans le cas, on ne connaît pas le Z. Okay, donc là, c'est même plus compliqué pour le data scientist, mais au moins, pour mesurer la performance, on peut donner. Donc, ouais, c'est flexible. J'ai une question. Donc, parfois, on peut être capable de définir avec les personnes de business unit un Y assez spécifique. Mais de ce Y, on peut aussi vouloir en tirer. Enfin, le Y, c'est une espèce de métrique agrégée, mais potentiellement, les personnes de business unit, elles aimeraient aussi avoir davantage d'informations, particulièrement les capacités d'interprétabilité des modèles, pour être capable ensuite peut-être d'en tirer, d'affiner leurs métriques. Comment en pratique, du coup, on ferait quand on justement dans le workflow, on est capable d'utiliser plusieurs types de modèles, dont certains sont très interprétables, d'autres le sont beaucoup. Donc la question, c'est comment traite l'interprétabilité. Ça, c'est encore un sujet énorme. Encore une fois, si vous voulez mettre ça dans le processus expérimental, il faut trouver une métrique. Qu'est-ce que c'est l'interprétabilité? Sinon, vous pouvez juste dire, je veux que la gestion logistique ici avec les features que je peux expliquer. Donc, vous pouvez faire des contraintes comme ça, comme le code est disponible. Vous pouvez faire des soft contraintes. Quelqu'un va lire le code et il va dire s'il comprend ou pas. Okay, mais c'est difficile à mesurer, donc c'est difficile à mettre ça ici. Mais, question de recherche, en fait. Oui? Vas-y. C'est juste pour rebondir sur ce qui avait été dit par un exemple commun, c'est peut-être la future importance pour interpréter les modèles. Bien sûr. Faites attention avec le feature importance parce qu'il y a beaucoup de masquage dans les forêts. C'est la même question, mais est-ce que, par exemple, si tu as le compromis à faire entre un bon modèle et un modèle interprétable, et ça se définit au niveau de la business unit. Je veux dire, ça revient toujours à Y. Encore une fois, c'est difficile à mettre dans ce framework si vous ne pouvez pas mesurer l'interprétabilité numériquement. Si vous pouvez, on peut le demander dans le scope. Je veux dire, tu as deux modèles à la fin. Tu as un modèle qui est interprétable, genre de random forest, où je peux revoir à peu près l'enchaînement de situations. Tu as un modèle du type boîte noire et tu as des bons résultats. Je veux dire, il y a un compromis à faire, le modèle qui suit. Donc, c'est la personne qui va utiliser les résultats qui va dire non, moi j'ai besoin surtout d'un modèle interprétable que d'un modèle qui donne des super résultats. Oui, tout est possible tant que tu peux dire ce que c'est l'interprétabilité. Je ne sais pas. Random forest, pour moi, ce n'est pas interprétable. Ce n'est pas mieux qu'un réseau de neurones. L'interprétabilité, pour moi, ça arrête à la gestion logistique et linéaire avec des features qu'on arrive à expliquer ou comprendre. Tu as une relation directe entre... Non, ce n'est pas que c'est une relation directe. Il y a toujours une relation directe. C'est juste que tu sais que c'est ce feature fois ce coefficient. Tu peux normaliser, tu peux dire l'importance de ce feature dans la décision. Tu peux dire aussi si je l'enlève, ce feature, qu'est-ce qui se passe? Toutes les choses comme ça. Après, il y a des analyses de sensibilité. Il y a plein de choses que tu peux faire avec les boîtes noires. Mais... Moi, je viens de l'industrie dans le domaine de l'utilisation de gestion des crash. Beaucoup de questions sur la sensibilité. Ouais. Donc, il y a plein de méta-méthodes qui peuvent aider. Ça marche moyennement dans d'autres situations. Oui. Ok. J'ai une autre question. Par rapport à la réduction de dimension, c'est à quel niveau de workflow Réduction des dimensions, ça dépend encore une fois. Si vous voulez dire que je connais exactement ce que je veux faire, je le mets là. Donc X c'est déjà moins de dimensions que le data cru, c'est ce qu'on a fait dans l'autisme. L'autisme était je crois, une résolution de type seconde
voxels de millimètres dans le cerveau pendant des minutes, je pense. Donc des gigabytes par patient. Et on a construit des cartes de cerveau, etc., une sorte de feature extraction ici, qui a réduit la dimensionnalité à 18 000, qui était toujours très grand, mais était plus petit que la dimensionnalité originale. Et pourquoi on a fait ça? Parce que les chercheurs ont dit que c'est standard, on fait toujours ça. Bon, on peut peut-être questionner cette décision, mais la décision était prise, c'est-à-dire elle était figée, donc ça ne bougeait pas. Si vous dites que je ne sais pas combien de dimensions je veux, alors la dimensionnalité, on le fait là. Donc on a un X qui est grand dimensionnel, et on veut réduire ici pour donner un classifieur, quelque chose qui est plus petit. Parce que moi je pense aussi, on l'a fait au début, peut-être à ce que j'ai peur, des primitifs qui sont intéressants. Oui, oui, oui. Donc la question, est-ce que je sais la solution, je connais, ou est-ce que je veux donner cette étape dans le workflow aux participants pour optimiser? C'est le même problème que pour le Z de tout à l'heure. C'est soit je le réduis en entrée, soit je l'enlève dans ce cas-là. Quelle importance accordez-vous au versionnement des datasets pour la reproductibilité des résultats? L'importance, je ne sais pas, mais je peux répondre comment je ferais. Pour l'instant, on n'a pas ce feature dans le RAMP, mais c'est relativement facile à mettre dedans parce que ce qu'il faut faire, c'est juste remplacer le data. Comme les modèles sont sur le site ou dans le système, rien ne nous empêche de refaire tout l'entraînement sur notre dataset. Donc, dans ce sens, le transfer learning ou au moins le benchmarking de toutes les solutions sur notre dataset, c'est très facile. Et dans une application industrielle, je ferais ça en fait, parce que je sais que les datasets changent. Donc, je ajouterai un module dans la base de données qui versionne les datasets. Donc, chaque modèle est scoré. Il fait un modèle et un train test set. Dans toute la présentation que tu as fait, en fait, tu expliques, à un moment, Georges m'a posé la question sur les apprentissages non supervisés. En fait, on reproduit là des capacités déjà humaines ou de simulation qu'on a déjà mis finalement quelque part dans des modèles, en reproduisant au mieux, et on essaie de le tracer, on essaie de bien objectiver le score, etc. Finalement, on essaie de reproduire ce qu'on sait déjà faire, mais on le fait mieux. On le fait mieux, plus vite, en passant à l'échelle, enfin voilà. Les vrais problèmes ouverts, je pense, touchent quand même un peu le sujet de l'apprentissage non supervisé. Je pense que c'est quand même un sujet pour... et c'est dommage qu'on n'ait pas encore d'outils qui permettent d'aller sur ces domaines-là. Donnez-moi l'exemple, parce que souvent quand on dit non supervisé, ce n'est pas la même chose dont on parle. Pour moi, ça c'est supervisé, et tout ce qui n'est pas supervisé, c'est non supervisé. J'ai dit qu'on a des challenge clustering, type clustering, où on n'a pas d'étiquette, mais on a la connaissance que ces deux points appartiennent au même cluster dans l'étiquette. Donc là, on peut mesurer la qualité d'un algo de clustering et comparer à un autre. On n'a même pas l'étiquette. Non, on a un problème de cette fameuse détection d'anomalies au niveau de cybersécurité. C'est ça. Et on n'a pas de problème, on n'a pas d'attaque. On n'a pas de... On n'a pas. Et comment on s'y prend? On s'y prend tout simplement par un auto-encodage, avec GAN, BIGAN, et on revient dans l'espace, un peu simple, l'espace latent vers l'espace réel. On essaie de générer des fausses images nous-mêmes. Par contre, dans cette génération de fausses images, qui passe aussi par les réseaux neuronaux, on a toute une question concernant la sortie de la classe de ce que nous avons appris de la classe générée par auto-encodeur. C'est une démarche un peu fort non supervisée parce qu'on génère des images qui sont des exemples qui sont des anomalies qu'on essaie nous-mêmes, mais tout en gardant en tête du fait de s'éloigner de l'espace des choses qui sont normales. Il n'y a pas explicitement des échantillons qui sont labellisés, mais on génère nous-mêmes des fausses... Mais je ne questionne pas que ce problème existe. Ce que je dis, c'est que imaginez que j'arrive avec une autre solution pour le même problème.
Comment vous savez que je suis mieux ou pas à votre solution? On a, c'est-à-dire, le problème, c'est que la qualité de la génération de fausses informations. Donc comment, concrètement, vous avez 3 startups, vous voulez faire le contrat avec eux? On arrive à définir les Alors ça va. Si vous avez le score ici... Par contre, on a des workflows qui vont en descendre. C'est pas grave. On peut mettre ici ce qu'on veut. On veut des X vers Z et des Z vers X. OK. Mais à la fin, vous construisez, vous produisez quelque chose. Oubliez Ypred ici. Dans le challenge de tracking, on avait une image avec des tracks circulaires ou droites. Il fallait trouver les pixels qui appartenaient aux mêmes trajectoires. On l'appelle Ypred parce que ça c'est la terminologie, mais ce n'est pas vraiment une prédiction. On a juste demandé aux participants de sortir les argots de quel pixel appartient au même cluster. Et donc, si vous avez quelque chose que cette méthode produit numériquement, et sur cette quantité numérique, vous pouvez mesurer la performance, on peut le mettre dedans. Pendant toute la difficulté est de mesurer, de générer des fausses informations qui n'est pas dans la classe. Je sais. C'est ça le problème principal qu'on a actuellement. Mais moi, je parlais de problème beaucoup plus ouvert. En fait, finalement, quelque part, on n'a pas l'expertise. Et on peut espérer peut-être que des méthodes de fouille de données, enfin en tout cas de non supervisées, permettraient de voir émerger un certain nombre de... Oui, mais comment vous savez que ce qui émerge est bon? Ben, je ne saurais pas. Non, c'est pas en data mining, depuis longtemps, les objets qui se ressemblent a priori proches dans un espace, évidemment, il y a toujours le sujet de comment on règle l'espace. Dans un espace donné, les objets qui sont proches statistiquement sont sans doute d'une même place, et ceux qui en sont plus loin sont sans doute d'une autre classe. Mais si vous pouvez décrire ça, vous pouvez aussi formaliser et quantifier. Dès que l'on peut quantifier la performance, on peut le faire. Si on ne peut pas quantifier la performance, je questionne même si la question était bien posée. Point de vue scientifique. Je parle vraiment de paradigme expérimental. Donc, si vous avez d'autres attributs scientifiques, théoriques, déduction, pourquoi pas mathématiques, où il y a des arguments autres que expérimentaux. Mais dans le paradigme expérimental, si vous n'avez pas d'une quantité qui mesure la qualité de la solution, on ne peut pas faire la science. C'est une exploration. C'est une exploration. C'est une exploration, mais si j'arrive avec une autre solution pour votre problème, vous ne pouvez pas comparer les deux. Expérimentalement. Vous pouvez comparer ça d'un point de vue simplicité ou... Dans un monde où plusieurs propositions sont des propositions intéressantes. Elles ne sont pas forcément hiérarchisables. Okay. Mais dans ce cas, la question qu'est-ce qui est intéressant, il faut que la communauté soit d'accord. Moi, je ne suis pas coincé sur la question mesurer la performance quantitativement. Je veux juste dire que c'est un autre paradigme. Mathématique ou simplicité, ou finalement, c'est l'acceptance communautaire, scientifique, c'est sociologique. Mais ce n'est pas une data challenge. Bon, il y a encore plein de questions, je pense, mais on va être un petit peu obligé d'arrêter, d'avoir plein de gens qui partent en réunion. Il y a le GT Machine Learning, là, de toute façon, de l'IRT qui reste discuté un petit peu avec Balash. Ça se passe dans cette salle, je pense d'ailleurs. Hein. Non, vous avez prévu une autre salle? Une autre salle. Ah d'accord, très bien. Donc si certaines personnes souhaitent se joindre au groupe, continuer les questions, il y a un petit slot là encore de disponible. Merci beaucoup encore, Balash. Merci.